Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. Une nouvelle fois, je prends les livres que j'ai abordés, que j'ai lus durant la semaine, dont j'ai lu parfois quelques petits extraits. Et à partir de ces livres, j'entame une petite réflexion, quelques extraits de lecture peut-être. Bref, j'essaye de parler de l'expérience de la lecture au jour le jour, ou à la semaine. Et voilà donc les livres qui m'ont occupé cette semaine. 5 livres qui sont tous des livres qui ont quelque chose où l'auteur ou l'autrice parle de sa propre vie, parfois de manière indirecte, parfois de manière très indirecte avec des personnages, mais quand même, on peut toujours, c'est toujours une des questions qu'on se pose quand on lit, c'est pourquoi cette personne-là nous parle de ça. Alors cette personne-là, on ne la connaît généralement pas, mais il y a quelque chose de soi dans l'écriture. Alors peut-être je vais commencer par celui qui peut-être a le moins de l'autrice. J'ai lu donc ce petit livre, ce roman assez court de Toni Morrison, Home, qu'il s'agit bien d'un roman qui raconte une histoire, l'histoire d'un homme, Frank Money, de sa sœur. On est dans les États-Unis des années 1950, après la guerre de Corée. Le personnage principal rentre de la guerre de Corée et on est surtout dans cette terre qui est touchée par le ségrégationnisme et par la misère aussi, notamment des Noirs. Évidemment, le lien qu'on peut faire avec l'autrice, c'est qu'évidemment, Toni Morrison, femme noire, qui évoque de manière permanente dans ses livres. C'est le deuxième que je lis. J'avais lu Beloved, que j'avais trouvé extraordinaire. Et celui-ci, il est un peu plus ramassé. On aurait peut-être espéré, voulu quelque chose d'un peu plus long, mais il touche à ce qu'il y a d'intime aussi dans ces conditions extrêmement difficiles. Les souffrances, les maltraitances qui ont lieu, le personnage de Si, qui est la sœur du personnage principal, c'est le deuxième personnage principal, se retrouve employée par un médecin, on ne sait pas trop ce qui lui fait, mais elle se retrouve mutilée, et elle est sauvée par son frère et par les femmes du lieu où elle vit, et puis il y a aussi tout un monde de culpabilité derrière tout ça. C'est assez sombre, notamment de la part du personnage principal qui boit, qui a un souvenir assez dérangeant de la guerre de Corée avec une petite fille qu'il a vue tuer, ou qu'il a peut-être tué lui-même. Il y a certaines ambiguïtés qui demeurent, qu'on va laisser ici en suspens. Et puis, il y a quelque chose aussi de très beau dans le rapport entre ce frère et cette sœur. Donc quelque chose de très intimiste, mais qui m'a touché et qui ancre ce texte-là dans une société qui n'est plus la nôtre, mais dont on voit les effets, les conséquences, les suites aujourd'hui encore. Lisons un petit extrait de la fin. Franck creusa un trou d'environ 1,50 m et large de 90 cm. Il lui fallut manœuvrer car les racines du laurier résistaient à cette agression et se défendaient. Le soleil devenu rouge était sur le point de se coucher. Les moustiques
tremblait au-dessus de l'eau. Les abeilles étaient rentrées chez elles, les lucioles attendaient la nuit, et une légère odeur de grappe de muscat, picorée par les colibris, apaisa le fossoyeur. Quand enfin la chose fut faite, un vent bienvenu se leva. Frères et sœurs glissèrent le cercueil aux couleurs pastel dans la tombe verticale. Lorsqu'elle fut recouverte de terre, Franck tira de sa poche le morceau de bois incrusté de sable et 2 clous qu'il enfonça à l'aide d'une grosse pierre pour le fixer à l'arbre. Un clou se recourba et devint inutile, mais l'autre tint suffisamment pour exposer les mots que Franck avait peints sur l'écriteau en bois. Ici se dresse un homme. Vœu pieux peut-être, mais il aurait pu jurer que les lauriers se faisaient une joie d'acquiescer. Ses feuilles vert olive s'agitèrent en tous sens à la lueur d'un opulent soleil rouge cerise. C'est presque ainsi que se termine ce livre. Qui est cet homme qui se dresse dans son cercueil? Je ne vais pas le révéler. Ça se termine par un petit chapitre, le 17e, en italique, presque sous une forme poétique, le voici. Je suis resté un long moment à contempler cet arbre. Il avait l'air tellement fort, tellement beau, blessé pile en son milieu, mais vivant et bien portant. Si m'a touché l'épaule, légèrement. Franck ? Oui. Viens mon frère, on rentre à la maison. L'histoire d'un frère et d'une sœur, d'une maison, home, c'est bien de ceci dont il s'agit, et l'arbre, le voici peut-être. Très belle histoire, un peu mystérieuse par moments, mais ça vaut la peine de lire Home de Toni Morrison. Continuons à parcourir ces livres lus durant cette semaine. Je vais passer à l'autre livre que j'ai terminé. Les autres livres sont en cours de lecture. C'est ce recueil qui s'appelle Bordure du quai. C'est une nouvelle ou ces textes assez courts de Xavier Georgin qui là aussi met un peu à distance l'autobiographique, même si l'on sent qu'il y en a quand même. Et ce sont des histoires qui toujours partent du quotidien. Et chez Toni Morrison, il y a aussi un quotidien différent, bien sûr, de celui évoqué par Xavier Georgin, mais un quotidien qui est toujours un peu décalé, parfois géographiquement simplement, qui raconte souvent, sans les raconter directement, des drames, des choses sombres, mais qui, étant sombres, restent dans l'ombre. Il y a par exemple une nouvelle vers la fin, j'ai déjà parlé de ce livre, pour parler du début, qui s'appelle Le diable intérieur, qui raconte une sorte de sortie entre 3 potes qui finalement pourrait n'être qu'un moment de détente. Ils vont à Barcelone. Et pourtant, très vite s'installe une sorte de malaise, notamment pour l'un de ces personnages. Les voici arrivant à Barcelone. Quand on sort de la gare, Barcelone n'a encore qu'un œil ouvert. Les trottoirs viennent d'être lavés à grandes eaux. Ça sent le bitume frais, le gazon humide. J'ai en main une liste d'auberges de jeunesse que nous a donnée une fille de notre lycée. Il y en a 3, classées par ordre de confort. Sur la place devant la gare, on trouve un plan de la ville. Un vieil homme qui passait par là, son journal du matin sous le bras, nous conseille de prendre le métro pour rejoindre la meilleure auberge.
nous voici dans les souterrains de la gare. Les quelques pesetas qu'on a changés en France nous suffisent à acheter 3 billets. Le métro met longtemps à arriver. Nous changeons à Plaza España, 6 stations jusqu'à Arc de Triomphe. La fatigue me pèse sur les épaules, j'ai les yeux qui piquent et une haleine de chacal. Les 2 autres sont dans le même état. En sortant de la station, nous découvrons une grande esplanade entourée de palmiers. Le soleil commence à taper. Et puis ils vont chercher une auberge de jeunesse, mais ils n'ont pas d'argent. Ils vont se trouver dans un endroit tout à fait crasseux qui leur fait un peu peur. Les autres personnes qui logent ici sont inquiétantes. Et puis surtout, l'un des 3 jeunes ici, il y a quelque chose qui cloche. Et l'histoire est racontée, la fin de l'histoire, elle est... Je ne vais pas la lire parce que ce serait dommage, mais on apprend quelque chose, mais ça reste sobre, ça reste à la fois touchant et sobre. Puis on voyage avec ce livre-là, on voyage aussi, là on était à Barcelone, après on sera en Italie, on est allé dans d'autres endroits encore, et ce sont des textes qui sont écrits avec une certaine force, où on s'attache aux choses, aux détails. C'est l'automne, il pleut, il vente, il fait doux. Tu as pris le train en fin de matinée, arrivée prévue à 13h30. En ce milieu de semaine, les wagons sont à peu près vides. Voilà, là on entre dans les 3 jours qui sont le moment où sera décidé de l'avenir militaire ou pas des jeunes hommes. Et on voit qu'on essaye d'être au plus proche de la réalité. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre-là. Et même si ce n'est pas de l'autobiographie, quoique il y a sans doute, mais on ne sait pas, des éléments autobiographiques, on sent que les choses sont touchées par l'auteur. Alors les 3 livres, on va se rapprocher peut-être de plus en plus de l'autobiographique dans les 3 livres qui suivent. Il y a ce livre de Patrick Deville. Saint-Nazaire est un roman sans fiction. Patrick Deville, j'avais lu déjà plusieurs livres de lui, Kampuchea notamment, et puis Amazonia, des livres qui racontent des lieux qui sont des romans sans fiction, comme il le dit ici très clairement dans son titre. Il y a beaucoup de livres, j'en ai lu 2, j'ai lu ces 2-là, je crois, mais il y en a encore plein d'autres, où on explore un lieu à travers les voyages de l'auteur dans ce lieu, à travers des souvenirs littéraires des auteurs qui sont allés dans ce lieu, des souvenirs historiques des personnages ayant vécu, ayant eu des aventures dans ce lieu-là, et tout ça nous raconte une histoire ou plusieurs histoires liées au même lieu. Parfois c'est des traversées, notamment Amazonia, c'est le long de l'Amazone par exemple. Et tout ceci est donc un roman, mais sans fiction, avec présence de l'auteur, mais en même temps, parfois, il s'efface ou au moins il se laisse emporter par d'autres qui sont venus ici aussi. Il se rend dans les mêmes lieux que d'autres. Alors ici, ce qui est particulier par rapport aux autres livres de Patrick Deville, c'est que Saint-Nazaire, c'est là qu'il vit sa jeunesse, c'est là d'où il vient. Pour quelqu'un qui a voyagé tout autour du monde, le lieu dont il vient est essentiel. Mais Saint-Nazaire, c'est déjà voyagé. Saint-Nazaire, c'est un port. Et puis c'est un pont aussi entre les 2 rives de l'estuaire.
Et il nous décrit cette ville. Alors moi, j'y ai jamais mis les pieds à Saint-Nazaire, donc je lis ça avec un intérêt, assez fort et avec beaucoup de différence. Ce n'est pas mon home que Saint-Nazaire, donc je découvre. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est cette espèce de vagabondage tout en restant à la même place, mais en même temps, comme c'est un lieu de départ, c'est le lieu d'où on part faire les grandes traversées de l'Atlantique. Et il parle des bateaux du Queen Mary et du Normandie, je crois, je sais plus, j'ai pas tout retenu tous les noms, il y a beaucoup de noms propres là-dedans, de ces auteurs, écrivains qui partaient en bateau. Il évoque par exemple mon compatriote Blaise Cendrars, qui part de Saint-Nazaire. Et donc, on lit ceci vraiment avec l'envie d'y aller, et en même temps une sorte d'étourdissement devant la patte du monde. Un lieu, Saint-Nazaire, charrie le monde entier. Et en même temps, on apprend aussi des choses sur Patrick Deville lui-même. Il parle notamment d'un lieu, un building, où des écrivains sont invités à écrire avec vue sur le port. Et de projets littéraires qu'il a menés à Saint-Nazaire. Il y a par exemple ici ce paragraphe-là que j'ai envie de lire. Au gré de mes découvertes et voyages dans la bibliothèque et les confins, j'allais dès lors éditer chaque année dans cette maison, il parle donc d'une maison d'édition de Saint-Nazaire, ou d'une maison, peut-être pas d'une maison d'édition d'ailleurs, mais la maison des écrivains étrangers et des traducteurs. C'est le MET ou le Meet, l'endroit où on se rencontre dans cette maison. Donc c'est pas une maison d'édition à proprement parler, quoique un peu quand même, convoquant donc qu'est-ce qu'il écrit dans cette maison, ou qu'est-ce qu'il va éditer dans cette maison, des panoramas bilingues convoquant des écrivains du monde entier, ouvrage auquel j'allais donner pour titre d'improbables voyages en avion ou en paquebot, assemblant chaque fois deux littératures éloignées dans l'espace. Trieste, Buenos Aires, Skopje, Montevideo, San Salvador, Tbilissi, New York, Naples, Berlin, Caracas, New Delhi, Bucarest, Alger, La Havane, Pékin, Istanbul, Sao Paulo, Le Cap, Mexico, Sarajevo, Tokyo, Luanda, Le Caire, Vancouver, Madrid, Copenhague, Bruxelles, Moscou, Phnom Penh, Porto Rico, Quito, Dublin, Athènes, Santiago, Bogota, Beyrouth, Séoul, Port-au-Prince, Venise, Varsovie, Lima, Lisbonne, Zurich, Tirana, Amsterdam, Casablanca, Oslo, Hanoï, Vienne, Reykjavik, Tallinn, Dakar. Voilà des livres. Alors, visiblement, ils existent, je ne les connais pas. Ça donne envie d'aller y voir. D'ailleurs, pour 2025, il parle de Montréal-Budapest. Mais voilà, ce qui est fascinant dans un tel livre, c'est que c'est un lieu. Et c'est le monde. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Alors, je vais continuer à lire ça, j'en reparlerai. Rapprochons-nous encore plus de l'autobiographique de l'auteur en tant que celui qui dit « je » et qui parle de lui-même, avec la correspondance de Gérard de Nerval. Il y a Charles, j'ai peut-être dit Charles à cause de quelques lettres de Charles Baudelaire qu'on a à Nerval, même si ce n'est pas son correspondant principal, il écrit beaucoup plus souvent à Théophile Gautier par exemple. Alors Gérard de Nerval, ce qui est intéressant à lire sa correspondance dans la Pléiade, fin de du premier volume de la Pléiade, qui comporte, j'en ai déjà parlé, Aurélia par exemple, ou alors Les filles du feu, et d'autres textes importants, et sa poésie, dont il a très peu question dans sa correspondance. La poésie joue un rôle assez petit dans la vie de Nerval, où finalement c'est le théâtre qui occupe beaucoup
beaucoup, beaucoup de temps. Il chronique des pièces de théâtre pour des journaux. Il coécrit souvent des textes de théâtre. Alors ça, il n'est pas question dans cette Pléiade-là. J'ai encore la deuxième volume, je ne sais pas exactement le contenu, mais donc ça, j'irai voir après. Mais ce qui est intéressant, c'est de le suivre au jour le jour, de suivre ses pérégrinations, le moment où il a sa première crise de folie aussi. Et puis, son voyage en Orient, là aussi, je n'ai pas encore lu le voyage en Orient de Nerval, qui est dans le deuxième volume de cette Pléiade, mais il écrit notamment à son père et à Théophile Gautier. Alors, là aussi, voyageons, puisqu'on était à Saint-Nazaire avec Patrick Deville. Voyageons non pas au départ de Saint-Nazaire, mais sans doute de Marseille, pour l'Orient. Voilà ce qu'il écrit donc à Théophile Gautier dans une longue lettre. On a beaucoup de lettres très courtes où il demande des places de théâtre et puis il gère un peu les affaires courantes. Mais ici, on est en 1843, donc pendant son voyage en Orient, et voilà ce qu'il écrit à Théophile Gautier. « Ô mon ami, que nous réalisons bien tous les deux la fable de l'homme qui court après la fortune et de celui qui l'attend dans son lit. Ce n'est pas la fortune que je poursuis, c'est l'idéal, la couleur, la poésie, l'amour peut-être. Et tout cela t'arrive à toi qui restes en m'échappant à moi qui cours. Une seule fois, imprudent, tu t'es gâté l'Espagne en l'allant voir. Et il t'a fallu bien du talent ensuite, et bien de l'invention pour avoir le droit de n'en pas convenir. Moi, j'ai déjà perdu, royaume à royaume et province à province, la plus belle moitié de l'univers, et bientôt je ne vais plus savoir où réfugier mes rêves. Mais c'est l'Égypte que je regrette le plus d'avoir chassée de mon imagination, pour la loger tristement dans mes souvenirs. Toi, tu crois encore à l'ibis, au lotus pourpré, au Nil jaune, tu crois aux palmiers d'émeraude, au nopal, au chameau peut-être. Hélas, l'ibis est un oiseau sauvage, le lotus un oignon vulgaire. Le Nil est une eau rousse à reflets d'ardoise, le palmier a l'air d'un plumeau grêle, le nopal n'est qu'un cactus, le chameau n'existe qu'à l'état de dromadaire, les almées sont des mâles, et quant aux femmes véritables, il paraît qu'on est heureux de ne pas les voir. Voilà la déception de Nerval. Déception un peu jouée, cette lettre, je crois, a été aussi publiée dans un journal à la même période. Donc, on voit ici quelque chose d'intéressant par rapport au voyage qui fascine déjà notamment Patrick Deville, qui reste collé à la réalité. Là, il y a tout un imaginaire de l'Orient, d'un Orient qui déçoit parce que la modernité, parce que l'Europe y est présente. On est en pleine période de colonisation quand Nerval écrit. Et donc, ça donne évidemment envie d'aller lire ensuite son voyage en Orient. C'est justement ce que je vais faire bientôt, même si là, je vais laisser reposer encore. Je vais continuer à lire cette correspondance de Nerval. Alors, il y a aussi ce qui lui arrive, cette folie qui gagne peu à peu, ou en tout cas ses internements. Là, j'en suis pas encore, au moment où j'en suis resté à 1852, début 52, c'est bientôt que les choses vont vraiment mal tourner. On sait qu'il meurt en 1855, mais toute la partie du début des années 1850 est assez... Enfin, ça semble tourner, quoi. Il écrit, il parle à des éditeurs, etc. On n'est pas dans des moments de crise, mais il y en a déjà eu une dont il croit s'être rétabli définitivement. Alors, continuons notre approche de plus en plus nette de l'autobiographique avec les correspondances, évidemment. On est dans de l'autobiographique, mais
récupérer, on récupère les notes et puis on en construit une sorte d'image fragmentée. Euh, dans des mémoires, là par contre, on essaye, et ici, les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, elle essaye véritablement de raconter sa vie de l'intérieur. Et la vie de Simone de Beauvoir, c'est la vie de quelqu'un qui, petit à petit, se départit de ce qu'on voulait qu'elle soit, qui acquiert sa liberté intérieure. Et toute la première partie des mémoires d'une jeune fille rangée, c'est l'enfance, j'en suis encore dans les passages sur l'enfance, le rapport au monde adulte, la question qui se pose en tant que femme, évidemment c'est essentiel chez celle qui écrira ensuite le deuxième sexe, mais aussi ce monde bourgeois qui est le sien, ce monde aussi très croyant, catholique, dont elle comprend petit à petit, auquel elle adhère, puis il y a quelque chose qui cloche, elle veut comprendre pourquoi il y a des choses qu'on ne lui dit pas, pourquoi il y a des choses qui ne sont pas pour les enfants. Et puis il y a la lecture et l'écriture. Elle ne comprend pas d'ailleurs pourquoi on lui donnait que des livres pour les enfants. Elle ne lit que des livres pour les enfants. On ne me donnait que des livres enfantins, choisis avec circonspection. Ils admettaient les mêmes vérités et les mêmes valeurs que mes parents et mes institutrices. Les bons étaient récompensés, les méchants punis. Il n'arrivait de mes aventures qu'aux gens ridicules et stupides. Il me suffisait que ces principes essentiels fussent sauvegardés. Ordinairement, je ne cherchais guère de correspondance entre les fantaisies des livres et la réalité. Je m'en amusais, comme je riais à Guignol, à distance. C'est pourquoi, malgré les étranges arrière-plans qui découvrent avec ingéniosité les adultes, les romans de Madame de Ségur ne m'ont jamais étonné. Puis ensuite, il y a même l'écriture qui apparaît. Ça, c'est aussi très intéressant. Et toujours dans son rapport au livre, malgré leur conformisme, les livres élargissaient mon horizon. En outre, je m'enchantais au néophyte de la sorcellerie qui transmute les signes imprimés en récits. Le désir me vint d'inverser cette magie. Assise devant une petite table, je décalquai sur le papier des phrases qui serpentaient dans ma tête. La feuille blanche se couvrait de taches violettes que racontait une histoire. Autour de moi, le silence de l'antichambre devenait solennel. Il me semblait que j'officiais. Comme je ne cherchais pas dans la littérature un reflet de la réalité, je n'eus jamais non plus l'idée de transcrire mon expérience ou mes rêves. Ce qui m'amusait, c'était d'agencer un objet avec des mots, comme j'en construisais autrefois avec des cubes. Les livres seuls, et non le monde dans sa crudité, pouvaient me fournir des modèles. Je pastichais. Voilà l'entrée en écriture de Simone de Beauvoir, en lecture puis en écriture. Et puis ensuite, elle continue, elle nous parle de ses parents, de sa sœur, de ce milieu conformiste dans lequel elle vit, où on ne dit pas les choses, notamment les choses défendues, les choses liées à la sexualité, qu'elle découvre en tâtonnant. Évidemment, le fait de ne pas les dire les rend mystérieuses et, pour un esprit curieux comme le sien, les rend d'autant plus désirables et décevantes d'ailleurs quand elles sont révélées. Et il est très intéressant d'entrer dans la formation d'une intelligence. Et Dieu sait si Simone de Beauvoir, c'est une intelligence, d'une conscience. Et là, on entre dans l'intime de manière vraiment très très forte.
Et donc, je vais continuer à lire ces mémoires d'une jeune fille rangée. Je sais qu'il y a une suite d'ailleurs, alors je ne l'ai pas ici, je ne sais pas si je vais poursuivre ça tout de suite après, mais je trouve vraiment très intéressant. Et puis c'est très très bien écrit. On est tout de suite à l'intérieur de la pensée de Simone de Beauvoir, et ça, c'est vraiment très 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 intéressant. Mais je vais laisser les livres pour un petit moment, même si je sais que je vais tout bientôt me replonger dans Gérard de Nerval, dans Patrick Deville, dans Simone de Beauvoir. J'en reparlerai donc. Et puis, il y aura sans doute d'autres livres qui viendront dès la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je vous dis au revoir et à bientôt.